Là, je vais inviter Catherine Lippel en avant, qui a la tâche de faire la synthèse de la journée. Alors, Catherine Lippel est membre du barreau depuis 1978. Elle est professeure titulaire de la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, section droit civil. Elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit de la santé et de la sécurité du travail depuis le 1er mars 2006. Ces recherches visent à fournir des analyses qui permettent aux responsables des politiques de mettre en œuvre des politiques et des lois qui ont pour but d'améliorer la santé et la protection des travailleuses et des travailleurs ici et ailleurs dans le monde. Et aussi, Catherine était prof ici au département des sciences juridiques de 1982 à 2006. Alors, sans plus tarder, Catherine. Alors, bonjour tout le monde. Je suis évidemment très honorée, vraiment très heureuse et très émue d'être ici. C'était ma première salle de cours à moi aussi. Au cours de la journée, et le défi est assez grand, hein, parce que à chaque présentation, il y avait une richesse qui s'ajoutait à mes feuilles, je prenais des notes et tout ça. Puis rendu à Lucie, je me suis dit, pourquoi ils ont demandé à un spécialiste en santé et sécurité du travail à faire une synthèse sur l'assurance-emploi? Et la question est bonne, alors j'espère que vous allez être accommodant par rapport à ça. J'ai répondu en partie, je me suis dit, mais c'est vrai, en 82, j'ai enseigné dans cette salle, puis j'ai des étudiants, des anciens étudiants ici, étudiantes et étudiants, en droit social. J'ai dit, c'est vrai, j'ai enseigné en sciences-emploi dans le temps où il y avait des droits, là. Mais là, je me suis rappelé que c'était Roland Cousineau qui était en team teaching avec moi, et c'est lui qui donnait debout en assurance-emploi, alors ça n'a pas répondu à ma question. Là, lorsque j'ai vu Lucie et les dizaines de personnes qui m'ont dit « Est-ce que tu reviens toi aussi? » J'ai dit « C'est parce que je ne reviens pas qu'ils m'ont demandé de faire la synthèse. » Alors ça, c'est pour Georges Lebel, au cas où il essaie de dire quelque chose de méchant. Mais honnêtement, plus j'écoutais, plus je réalisais qu'il y a des liens importants entre les développements dans les 20-30 dernières années en santé et sécurité du travail et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en assurance-emploi à plusieurs niveaux. Alors, je ne vous donnerai pas une présentation sur la santé et sécurité du travail, mais je vais vous conter premièrement une histoire qui vient de la thèse de doctorat de Marie-Ève Major, qui est maintenant professeure en ergonomie à l'Université de Sherbrooke et qui était étudiante ici, et qui a étudié les travailleuses qui faisaient la transformation du crabe sur la Côte-Nord. C'était sa thèse de doctorat portée sur les conditions de travail des travailleuses saisonnières. Et c'est une ergonome en biologie, et elle a suivi un cours de droit avec nous pour essayer de comprendre pourquoi ces travailleuses-là étaient drivées comme elles étaient pour se faire si mal. Et il y avait un médecin du travail qu'elle avait interviewé qui pleurait lors de l'entrevue en disant « Les filles viennent me voir pour avoir de la morphine, pour pouvoir continuer à travailler, pour pouvoir faire leurs heures sur l'assurance-emploi. » Parce que si elles n'arrivent pas à faire leurs heures, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de dépanneur où elles vont aller compléter leurs heures. Pensez à ça, ça c'est avant la réforme. Ça, c'est les conditions de travail. Puis on avait travaillé avec Marie-Ève, parce que j'étais sur ce comité, pour dire comment on pourrait arranger l'assurance-emploi pour payer les travailleuses avant que la saison commence, pour se mettre un peu en forme, pour qu'elles ne soient pas toutes blessées à ce point-là en bout de piste. Parce que les gens sont handicapés à Côte-Nord, les travailleuses, conditions de travail épouvantables. Et ça, c'est avant la réforme qu'on vient de vivre. Alors ça, donc, il y a un lien avec la santé au travail, mais je pensais aussi important de mettre un visage un peu sur les effets sur la santé de cette réforme-là, qui va certainement être encore pire avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, au niveau de la synthèse, j'ai 4 points, et plus les gens étaient vigilants sur le temps, plus je me suis dit, je ne suis quand même pas pour la parler pour 4 heures, là. Mais les 4 points, je vous les annonce et on m'a dit que j'avais jusqu'à 4h30 et j'espère ne pas vous garder plus longtemps. Le premier point, c'est sur des mécanismes qui auront pour objectif de rendre acceptable n'importe quelle condition de travail. C'est une citation de Jean-Guy. Je pense que c'est important de revisiter cette thématique-là. Vraiment, l'objectif de vendre des conditions de travail inacceptables aux Canadiens, Canadiennes, aux salariés étrangères, les travailleurs temporaires, à tout le monde. Deuxième point, c'est l'importance des mécanismes de contestation et d'appel.
Troisième, ce sont les stratagèmes qui sous-tendent et qui sont utilisés au niveau de la réforme. Et la quatrième et dernière, c'est la résistance. Et j'essaie de vous rendre les paroles à la fois des conférencières et conférenciers et des intervenantes et intervenants au micro, et aussi peut-être de faire un peu de lien avec les luttes des travailleurs accidentés pour essayer de voir des convergences aussi. Alors, si on revient, mécanismes qui auront pour effet de rendre acceptable n'importe quelle condition de travail, je pense que la thèse de Marie-Ève Major vous dit que déjà ce mécanisme-là était là. Se rendre au travail et se blesser intentionnellement pour pouvoir continuer à vivre sa côte-nord, déjà l'exigence du nombre d'heures exceptionnelles pour pouvoir avoir accès à une protection sociale, c'était déjà présent. Avec la réforme et avec la série de réformes, il y a Jean-Guy qui en a parlé, Sylvain qui en a parlé également, la pression sur les conditions de travail, l'absence de filet de sécurité sociale qui fait en sorte qu'on regarde les conditions de travail qu'on a et c'est vraiment une manière d'opprimer et d'enlever les choix aux travailleurs qui remplissent ces emplois. Un élément que je trouvais qui revenait beaucoup et qui était vraiment aussi très important dans mon domaine, c'est la stigmatisation des chômeurs. Personne n'a utilisé le mot comme tel, mais qu'on parle de la campagne contre les fraudeurs, ce que Stéphane Corriveau a énoncé, ou que Jean-Guy, lorsqu'il a regardé le communiqué de presse. Mais en accident de travail, c'est sûr que travailleurs accidentés fraudeurs, c'est un stéréotype qui est véhiculé depuis belle lurette pour permettre la meilleure suppression de ces travailleurs-là. On commence à avoir un impact sur les organisations comme, non pas la CSST, mais en Ontario, ils ont sur leur site web, il ne faut pas stigmatiser les travailleurs accidentés. Au WSIB, ça ne veut pas dire qu'ils le font, mais de dénoncer la stigmatisation, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Le rendre explicite et donc le dénoncer. Hans Marotte aussi, lorsqu'il a parlé des enquêteurs, check-toi, là, c'est sûr que c'est une question de punition des travailleurs et travailleuses qui sont en chômage. Et là, j'ai noté, le problème, c'est qu'en vieillissant, là, parce qu'en 92, je pouvais lire mes notes, là, mais en tout cas, le nom des enquêteurs, il était quelque chose. Là, mais plus on a des systèmes pour enquêter sur les travailleurs accidentés, sur les travailleurs en chômage, c'est pas juste pour attraper les fraudeurs, c'est pour faire en sorte qu'on est humilié d'être sur l'assurance-emploi. Ils ont réussi leur coup en accident de travail depuis 50 ans et ils sont certainement en train de faire des bons là-dessus en assurance-emploi. Appauvrissement des chômeurs, ça va de soi, ça les exclut des bénéfices, on élimine des recours efficaces, on élimine des possibilités de choisir son trajectoire. Et j'aimais beaucoup la citation de Trudeau. Je ne pensais pas devoir dire ça, mais que Dalia nous a apporté en disant que la possibilité de choisir son emploi est réservée aux Canadiens. Alors, d'une part, c'est quelque chose au niveau de la division des solidarités de l'époque, mais aujourd'hui, les Canadiens n'ont plus la possibilité de choisir leur emploi, et c'est un des objectifs de cette réforme-là. Alors, je trouvais ça assez intéressant comme vue historique sur l'évolution des discours là-dessus. On n'a plus le choix de son trajectoire professionnelle et là, tout le monde qui a parlé des gens dans le cinéma et qui sont obligés de quitter leur métier ou les professeurs de saisonniers ou les travailleuses saisonnières qui travaillent sur la Côte-Nord, c'est la même chose. Jean-Guy nous a parlé aussi du spiral. Plus les mécanismes s'appliqueront, plus les bons chômeurs glisseront vers la catégorie des mauvais chômeurs. Et de plus en plus de monde vont être visés et marginalisés par le processus, et par un processus qui est tellement compliqué qu'on ne les voit pas faire, à moins qu'on soit spécialiste là-dedans. Moi, j'ai enseigné ça. J'ai écouté Roland Cousineau pendant des années. Je suis amie avec ces gens-là. J'ai rien compris dans la moitié des mécanismes décrits aujourd'hui. Et je savais juste que c'est, je vais dire comme, je sais pas, c'est de la merde. Tu sais, c'est vraiment, mais plus c'est compliqué et plus on essaie d'être de bonne foi, d'être des bons chômeurs ou des bons professeurs et on va écouter ça, on va comprendre ça, puis on va arranger ça, mais on l'arrangera pas, c'est trop compliqué et c'est fait exprès pour ça. Deuxième point, importance des mécanismes de contestation et d'appel. Et là, je mets le focus en particulier sur les interventions de Pierre Issalis et de Stéphane Corriveau, mais je pense que c'est extrêmement important
de réfléchir sur les conséquences de ça. J'ai beaucoup aimé, Pierre, lorsqu'il nous a parlé de l'état post-providentiel, je pense que ça dit beaucoup de choses, et de l'importance d'examiner tout le processus décisionnel et non seulement le recours. Et c'est de plus en plus vrai, et comme professeur de droit et avocate, le réflexe, c'est de dire, mais une fois que tu peux plaider quelque chose, viens me voir. Hein? Mais c'est vraiment, surtout avec cette réforme-là, c'est en amont, c'est dès la première décision, dès les premiers échanges, lorsqu'on remplit nos cartes d'assurance chômage. Je ne sais pas si ça existe encore, des cartes. Mais en tout cas, vous savez que je suis vieille. Hein? Bon, mais bref. Ça, c'est quelque chose qui est invisible aux juristes traditionnels. Et c'est important de le rendre visible et de trouver des mécanismes d'intervention. Stéphane nous a parlé des mécanismes d'évacuation des appels et comment on se débarrasse des chômeurs qui veulent contester. C'était vraiment avec brio, il nous a démontré pourquoi rendre compliqué au nom de la simplicité, c'est pour décourager les gens pour qu'ils disparaissent. Toute l'idée de la gestion de ton propre dossier, c'est le citoyen client, la personne qui va s'occuper de ses affaires, mais c'est impossible de gérer son propre dossier lorsque on est dans une condition de vulnérabilité et lorsque les complexités des mécanismes sont tels que ce qu'on a entendu aujourd'hui, sans parler de physiquement avoir copie de son dossier. Je ne suis pas sûre que les avocats vont tous pouvoir survivre dans un système comme ça, laisser faire les travailleurs en chômage. La capacité de se défendre, et je me suis posé la question en tant que prof de droit en droit social, qui va représenter ce monde-là? On a vu l'impact d'être représenté ou d'être non représenté. En 10 ans, en 5 ans, d'où viendront les représentants? Bon, c'est sûr que les syndicats représentent leur monde, mais avec l'effritement des syndicats et des possibilités, d'une part, des possibilités pour des syndicats d'avoir assez de ressources pour défendre leur monde, c'est une chose, mais aussi le monde syndiqué, l'assiette possible de syndicalisation se réduit, et beaucoup de ces mécanismes sont conçus pour éviter la syndicalisation aussi. Il y a aussi la disparition du paritarisme, et je vais y revenir parce que je pense que c'est un point extrêmement important. Il y a, et ça avec respect pour tous mes anciens étudiants avec les cheveux gris, là, mais vieillissement du contentieux, et on peut le constater un peu. Et là, ce que j'ai vu, Hans, là, c'était mon petit jeune, là, puis moins jeune qui était. Je pense qu'il a grandi, mais bon, bref. Et lorsque je regarde mes jeunes aujourd'hui, que je forme, que ce soit ici, que ce soit à l'Université d'Ottawa, est-ce qu'ils vont se lancer en carrière pour défendre les chômeurs et les chômeuses? Est-ce que l'assurance et l'aide juridique, ça couvre ces interventions-là? Quel est l'impact de devoir suivre ces dédales présentés par Stéphane? À quel moment l'aide juridique rentre en compte? Est-ce que c'est éligible à l'aide juridique, ces mécanismes-là? Et sinon, quel bureau va spécialiser en assurance-emploi en 10 ans? Je veux revenir sur le paritarisme un petit peu parce que je pense que c'est un point très important et dans mon domaine aussi, c'est un point important. Plusieurs personnes sont intervenues au micro pour parler de l'importance du paritarisme, le travailleur qui a le sens d'être écouté. Je pense que c'est un point clé. Pierre a dit les effets symboliques aussi d'être écouté et d'être reconnu comme une partie prenante. C'est très important. Il y a aussi, et ça n'a pas été dit explicitement, mais ça a été démontré d'une manière extraordinaire. Dans un contexte de paritarisme, le représentant syndical est témoin de l'honnêteté du processus. C'est quelqu'un qui peut ensuite venir au micro et nous conter, comme le camarade, je pense que c'est le camarade Bellemare, là, qui est venu de la FTQ, pour nous expliquer de long à large tous les défauts du conseil arbitral. Mais c'est ça parce qu'il est là. Mais si personne n'est là, c'est qui va venir au micro pour nous expliquer tous les détails de ce qui se passe? Et le paritarisme en santé au travail, on vit les mêmes débats et les mêmes luttes actuellement sur l'abolition potentielle du paritarisme, mais je ne vous parlerai pas de ça aujourd'hui. Pour conclure sur ce deuxième point, on arrive, comme plusieurs ont dit, avec la renonciation au droit. Les gens s'écœurent et s'en vont, et c'est trop long, c'est trop compliqué, il y a trop peu d'espoir. Hans nous l'a dit aussi, et là, les gens renoncent au droit, mais c'est plus que ça. C'est vraiment le défaitisme des travailleurs qui vont se retrouver dans un contexte où il n'y a vraiment pas d'autre solution que de prendre un de ces emplois à n'importe quelle condition. Troisième point, donc, les stratagèmes, et malheureusement, il y en a beaucoup.
qui sous-tendent la réforme. Et je commencerai et je finirai avec le fait de briser les solidarités. Je la mentionne au début parce que tout le monde en a parlé, mais je pense qu'on ne peut pas le dire assez souvent. Une réforme comme ça vise à briser les solidarités à plusieurs niveaux. Je vais y revenir. On a parlé, et ce n'est pas nécessairement dans l'ordre des priorités, créer le déficit artificiel pour justifier l'augmentation des cotisations. On a documenté ça. On a exactement le même phénomène en accident de travail. On crée des crises au niveau des caisses de la CSST ou les caisses du WSIB en Ontario. Puis là, on panique. Puis là, il dit, il faut augmenter les cotisations des employeurs en matière d'accident de travail. Puis il faut couper dans les droits parce que là, on ne peut pas se payer ça. C'est un truc. C'est un mécanisme qui est bien documenté, bien connu et qui est bien orchestré aussi. J'y reviendrai. Toute la question de diviser, et c'était bien dit ce matin, diviser les travailleurs et les sans-emploi, parce que si on augmente les cotisations, c'est les travailleurs qui disent, mais les sans-emploi, on sait bien, là, c'est tous ces gens qui veulent vivre au bord de la mer, en Gaspésie, c'est beau là-bas, puis c'est moi qui paye. C'était vraiment bien dit ce matin. Gestion par voie électronique, c'est un autre point, pas en lien avec le précédent, mais c'est une autre stratégie, renforcer le déséquilibre entre les justiciables et les travailleurs et les employeurs, d'une part, mais aussi entre les gestionnaires de l'assurance-emploi et les travailleurs. C'est sûr que c'est une manière de primer encore plus parce que les gens n'ont pas les outils nécessaires pour pouvoir être à l'aise avec ce mécanisme-là. En accident de travail, les gens font des dépressions lorsqu'ils ont introduit les boîtes vocales à la CSST. C'est un problème. Alors, imaginez-vous lorsqu'il faut juste trouver ton ordinateur puis rentrer tes trucs. Promouvoir la mobilité à tout prix. Lucie nous en a parlé de ça. C'est là où j'ai renoncé à faire des résumés de chaque présentation rendue à Lucie. J'ai dit, c'est pas vrai que je vais faire ça. Mais c'était brillant, ce qu'elle a apporté. Mais ce qui est très important de ce qu'elle ressort, il y a beaucoup de choses qu'elle a dit, mais je vous rappelle ce qu'elle a dit sur le Bureau international du travail, sur l'OCDE, sur le fait que ces stratégies ne viennent pas du coin de la rue, ça vient pas de Harper, ça vient pas, c'est vraiment, ça s'inscrit dans un discours international qui est bien étampé. Et moi, je le vis dans mon domaine, l'OCDE et Turning Disability into Ability, l'employabilité des personnes avec des incapacités, toute la prévention des incapacités, c'est toute une industrie maintenant, et ça vient tout de l'OCDE, et c'est partout dans le monde. Ils ont ça en France, ils ont ça en Australie, et ils font des études partout dans le monde pour voir quels États sont en train de respecter le mot d'ordre qui part de l'OCDE. Et au niveau des solidarités, elle nous a parlé beaucoup, et plusieurs l'ont soulevé au niveau de l'assurance-emploi, la sécurité du revenu, les accidentés du travail. On est tous visés par ces discours qui se développent ailleurs et dont on n'est pas au courant du côté local ou national ou canadien. Un autre stratagème qu'ils utilisent, et Hans l'a dit, et j'ai touché tantôt, c'est qu'il faut combattre la fraude. Alors, c'est l'autre partie de la stigmatisation dont je vous ai parlé. Lorsque tu véhicules l'idée que c'est tous les fraudeurs, ça fait mieux passer la répression des fraudeurs. Un autre élément qui n'a pas été dit assez explicitement à mon goût, solidarité avec les salariés d'assurance-emploi. Et ça, c'est mon chapeau accident de travail, santé mentale au travail. Mais ces gens-là, celle qui est maintenant en chômage parce qu'on ne le trouve jamais, parce qu'elle signe ses lettres, mais elle n'existe pas vraiment, là, c'est parce qu'elle est en dépression souvent. Puis je la retrouve en assurance CSST, jurisprudence de la CLP, la réforme de Paul Martin, il y avait des recours collectifs de santé mentale au travail chez ces fonctionnaires-là. Et une solidarité potentielle à cultiver là, parce qu'ils en souffrent, les gens qui sont, j'allais dire, vos répondants, mais les gens qui ne répondent pas, là, ils vont pas bien. Et ça serait intéressant, syndicalement, d'essayer de faire des liens entre les différents mouvements pour regarder comment on peut faire face à ça. On l'a évoqué tantôt avec les coupures dans la fonction publique, mais pensez aussi à leur santé et à la santé des personnes qui sont affectées par ces réformes à l'intérieur de la fonction publique. On remet sur les épaules des chômeurs beaucoup de responsabilités qui, normalement, étaient la responsabilité des gestionnaires. Ils doivent monter leur dossier, ils doivent gérer les contradictions du système,
Ils doivent décider, est-ce qu'on dit, on ne dit pas le fait qu'on va lâcher notre job lorsqu'on retourne. C'est Hans qui a parlé de ça, parce que je veux retourner à mon job de cinéaste. S'ils me disent, ils s'excluent du système. S'ils ne disent pas, ils mentent. Mais c'est du stress pour ce monde-là. Hein. C'est la gestion de leurs conditions de chômeurs, de la précarité de leur emploi et des conséquences de cette précarité. Et finalement, et c'est le dernier stratagème, et je vais y revenir dans la résistance, la stratégie fédérale de vendre l'idée que les travailleurs étrangers viennent prendre les emplois qui pourraient être occupés par les Canadiens. Ça, c'est ressorti de plusieurs présentations, particulièrement la présentation de Dalia. Très important de contrer ce discours-là, de construire des solidarités. Et au niveau de la pénurie de travailleurs en région et tout ça, on crée la pénurie de travailleurs en région par ces mécanismes-là, c'est assez clair, pour pouvoir ensuite aller chercher des gens pour transformer de la crabe qui viennent de la Russie, comme ils le font en Île-de-Prince-Édouard actuellement. C'est des Russes qui travaillent sur ces lignes-là. OK. Alors, au niveau de la résistance, j'étais contente cet après-midi, parce que ce matin, ma liste était plutôt courte. J'avais la thématique, mais je ne savais pas trop quoi dire. Alors, l'identification du problème est ressortie bien ce matin. Alors, comment mobiliser devant une réforme? L'identification des problèmes, on a premièrement la question de la complexité. Et Rachel l'a dit très bien. C'est absolument inouï. Alors, tu essaies de mobiliser, tu écris au Journal de Montréal pour expliquer les nouvelles mesures. C'est pas évident. Hein? Tu peux mettre tes visages dessus. Comment mobiliser? Rachel avait dit ça aussi, sur une question de procédure. Et ça m'a rappelé, il y a à peu près 10 ans, lorsqu'on a fait la journée en droit social, sur la fiscalisation du droit social. C'est la dernière fois que j'ai fait la synthèse et j'ai juré que je ne la ferais plus. Je ne connais rien en droit fiscal non plus. Alors, j'ai dit la même affaire que j'ai dit à l'époque, là, essaie de faire une lutte sur une déduction fiscale. Hein? C'est vraiment, c'est pas preneur, c'est pas vendeur, c'est pas facile. Et malgré ça, les gens ici, et je regarde les gens ici, mais les gens dans la salle aussi, font un travail extraordinaire pour mobiliser l'opinion publique sur des sujets qui sont très difficiles à expliquer, bien qu'il y a tellement de gens qui en souffrent qu'on a des visages maintenant qui nous aident à mieux comprendre les enjeux. Comment résister aux divisions, la fragmentation des solidarités de Jean-Guy? Lucie nous a parlé des différentes catégories de chômeurs, plusieurs nous en ont parlé, de la sécurité du revenu, on en a parlé tantôt, des travailleurs temporaires et migrants. Moi, je vous ajoute, n'oubliez pas les accidentés du travail qui aussi sont dans le collimateur, si vous voulez, de ces coupures dans les nouveaux programmes. Il y a les jeunes et les femmes, les saisonniers qui sont d'une manière particulière visés à court terme, mais à long terme, on a vu que c'est tout le monde qui va finir par se faire ramasser là-dedans. Et j'ai beaucoup aimé le point, c'est important, lorsqu'on a gelé le maximum annuel assurable. Ça, c'est un mécanisme par excellence pour couper les solidarités, parce que là, il n'y a plus personne qui fait plus que 44 000 $ qui se voit comme un chômeur potentiel qui va vouloir utiliser ces bénéfices. Deuxième stratégie de résistance négative, Hans en a parlé, c'est l'auto-exclusion. Les gens qui ne réclament pas, ils ne veulent pas partager la stigmatisation et la lourdeur du régime ou de travailler en dessous de la table. C'est une forme de résistance, mais ce n'est pas nécessairement une résistance qui nous libère très bien. Alors là, j'ai essayé de rapailler des filons de résistance. Alors, je vais vous partager avec vous ce que j'ai entendu. Alors, il y avait Lucie qui nous a parlé de son CISA. Je ne sais pas si c'est en français, un CISA. C'est un balanceur. Elle a dit CISA. Alors, moi, je dis ce qu'elle dit. Comment on dit les trucs pour les enfants? Non, balancement, c'est une balançoire. Ben, bref, là, sa planche qui monte et qui descend, il me semble que implicite et même explicite dans son message, c'est peut-on construire des solidarités en questionnant, pas en remettant en question, mais en questionnant les régimes assurantiels pour regarder quelle pourrait être notre stratégie pour remplacer des régimes assurantiels par quelque chose qui augmenterait la solidarité. C'est comme ça que j'interprète préserver l'unité familiale. Ça, je pense que c'est Jean-Guy qui a dit ça, mais mais c'est peut-être pas, mais l'idée, et moi je travaille maintenant sur la mobilité des travailleurs, puis lorsque on est sur la Côte-Nord, puis le père s'en va travailler en Alberta, puis la mère reste à la maison, mais les valeurs familiales, si chères à Harper, il y a un problème là. Hein?
il me semble que, et on a une belle équipe de recherche en partenariat qui travaille là-dessus, sur la mobilité de la main-d'œuvre, et Sylvain le sait, plusieurs d'entre vous le savent. Il faut aller chercher pour l'opinion publique l'idée que c'est pas bon pour les familles, ce qu'on est en train de faire. Je pense qu'il y a, c'est pas juste conciliation travail-famille, lorsque le chum est en Alberta, là. Ça va plus loin que ça. On a parlé beaucoup de perte d'expertise. Hans en a parlé au niveau des jeunes professeurs. On a parlé aussi, Alexandre Boulris nous a dit que les employeurs aussi peuvent être malheureux de ça. Et ça, c'est des alliés potentiels parce qu'il y a des employeurs perdants là-dedans. Et si on peut mobiliser des employeurs perdants, ça peut peut-être être utile de pouvoir le faire. On pense à l'industrie de la transformation du poisson. Il y en a plein. Ensuite, solidarité avec les salariés de la fonction publique, je l'ai dit. La solidarité avec les travailleurs étrangers, c'est le dernier point avant de clore avec une conclusion. Je pense que je ne peux pas dire mieux que, entre autres, la présentation de Dalia, l'importance de construire des solidarités avec les travailleurs étrangers et non pas de permettre à ce qu'on se divise et on les attaque comme étant des voleurs de jobs. Et je ne le dirai pas d'une manière plus éloquente que ce qui a été dit aujourd'hui, mais je pense que c'est un point extrêmement important. Résister au nivelage par le bas de la condition de travail pour ces travailleurs-là, parce que si leurs conditions de travail ne sont pas diminuées, ça va aussi créer, non seulement créer des solidarités, mais ça va faire en sorte qu'on va pouvoir préserver les conditions de travail pour tous les travailleurs. Imputer aux structures, comme Dalia a dit, les responsabilités et non pas imputer aux travailleurs qui sont concernés. Et finalement, lutter collectivement contre la pénibilité du travail qui fait fuir les travailleurs locaux. C'est un point de Dalia encore, mais je pense que c'est très, très important. Alors, pour conclure, premièrement, le commentaire « Quelle solidarité ?» c'était la bonne question. Je reste encore sur mon appétit sur les réponses, mais je pense qu'il y a quelque chose à poursuivre là, décloisonner les luttes. Et donc, qu'on se parle, que ce soit les chômeurs, les travailleurs, travailleuses, les personnes bénéficiaires d'aide sociale, les accidentés du travail, entre autres à la lumière des discours de l'OCDE, parce qu'il faut répondre à ces discours-là. Et ça veut dire que les professeurs, les politiciens, les chercheurs, les militants, militantes, les avocats, tout le monde, dans son lieu d'intervention, s'attaque à ces discours-là et se joignent ensemble pour s'attaquer à ces discours-là. Et je pense que votre présence ici aujourd'hui, toujours, témoigne vraiment du fait qu'il y a l'espoir qu'on va pouvoir contrer ça parce que les gens sont ici puis ils sont fâchés. Et je pense que faut l'être. J'ai rien d'autre à dire. C'est pas 82, lorsque je donne une cours en disant « on va les avoir », là, je peux pas dire ça. Mais... Merci.